La Chine, on ne parle pratiquement plus que d'elle, tant sa puissance et ses ambitions font peur, ou au contraire séduisent. Ambition politique, ambition économique également, visant à remplacer tout bonnement les États-Unis pour le leadership mondial. La Chine, avec à sa tête Xi Jinping, l'empereur rouge au pouvoir désormais absolu. Xi Jinping qui tient dans sa main droite son pays de plus en plus serré et dont la main gauche lui permet de s'étendre vers le reste du monde diplomatiquement, commercialement et peut-être demain militairement. Alors justement, faut-il avoir peur de cette Chine, qu'il s'agisse de son soutien à la Russie ou de ses velléités expansionnistes dans le Pacifique ? Ou doit-on au contraire se réjouir de voir émerger une alternative aux maîtres de l'art, comme l'a suggéré le président brésilien Lula ? La puissance de la Chine est-elle d'ailleurs aussi solide qu'on le donne à penser ? Eh bien, on en parle ce soir, non pas avec une impératrice, mais une véritable reine des médias, Christine Ockrent, notre invitée très spéciale dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à vous, Christine Ockrent. Merci. Venue exprès pour nous à Genève. C'est un immense honneur. Ça, c'est pas trop difficile. Ah, mais quand même, on vous remercie. Donc, je disais effectivement, reine, pas impératrice, ni rouge d'ailleurs. Non. Ni rouge. Reine des médias, ancienne patronne du 20h, première patronne du 20h sur Antenne 2, ancienne directrice du magazine L'Express et aujourd'hui tous les samedis matins sur France Culture dans Affaires étrangères, une émission que je recommande très chaudement, n'est-ce pas Philippe ? Excellente Bienvenue. émission que je ne manque jamais. Oui, moi non plus. D'ailleurs, vous étiez en vacances. Ah, vous êtes toujours en vacances. En vacances, ça se voit pas, mais oui. Exprès du Sud. Oui. Vous avez bien caché les lapins ? Les œufs, pardon. Ils sont retrouvés depuis longtemps, ils sont mangés maintenant, c'est fini là, voilà. Bon, soyons un peu sérieux. Donc, Christine Ockrent, vous venez de publier un livre consacré à la Chine de Xi Jinping. Le livre s'appelle « L'empereur et les milliardaires rouges », on le voit passer à l'écran, qui est paru aux éditions L'Observatoire. Et il ouvre un focus sur la reprise en main de fer par Xi Jinping ces 3 dernières années des fleurons de l'économie chinoise. Décapitation aussi de la tête de la plupart des géants du numérique, de l'immobilier, Alibaba, Huawei, Didi, Evergrande, ByteDance, qui possède TikTok. Tous ces patrons, à quelques rares exceptions près, ont disparu, pris des vacances ou carrément sont en prison. Ce qui fait beaucoup penser à ce qu'avait fait Vladimir Poutine à son arrivée au pouvoir dans les années 2000. Est-ce que comparaison est raison ? Pas du tout. Je crois que ce sont vraiment 2 systèmes totalement différents, ne serait-ce que parce que Xi Jinping s'inscrit dans le cadre et dans le carcan du Parti communiste chinois, c'est-à-dire 96 millions de membres dans un pays d'1,4 milliard de gens. Et Xi Jinping est obsédé par une chose, qui est l'écroulement de l'Union soviétique et l'écroulement du Parti communiste soviétique. Ce qui explique, quand Gorbatchev est mort, il y a maintenant quelques semaines, les médias chinois l'ont traité de loser, avec le terme anglais, ce qui était d'ailleurs assez drôle, et Xi Jinping ne s'est même pas préoccupé d'envoyer les 3 mots, etc. Donc l'obsession de Xi Jinping... aurait-il envoyé, parce que Vladimir Poutine n'était pas non plus... Au chef de l'État. Mais dans tous les discours que prononce Xi Jinping depuis sa première nomination à la tête du parti et de l'armée chinoise, ce sont les 2 postes qui comptent. Le poste présidentiel a très peu d'importance, il est purement rituel. Mais chef du parti, chef de l'armée, 2012, premier discours, ne faisons pas, méfions-nous, regardez ce qui s'est passé en Union soviétique, où le parti s'est dévitalisé. Nous sommes là pour conforter, renforcer le rôle du Parti communiste chinois. Et il s'y emploie d'autant mieux qu'il a fait son chemin à l'intérieur de ce système. Et depuis qu'il est au sommet du pouvoir, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans maintenant, il a pris soin de faire modifier la Constitution en 2018, donc il peut y rester autant qu'il le souhaite. Et à chaque fois, et ça a été le cas encore cette année, au mois de mars, après les assemblées consultatives, où il a installé au-dessus du gouvernement qu'il a mis en place et qui est constitué uniquement de ces hommes liges, des gens qui l'ont suivi dans toutes les étapes de province en province,
jusqu'à son ascension au sommet, il a installé une strate de plus au-dessus des ministères avec des commissions du parti pour superviser le ministère de la Technologie, le ministère des Finances, etc., etc. Donc il faut bien voir que c'est un système du pouvoir qui n'a rien à voir avec le système russe, et encore moins la manière de considérer le rôle de ce que nous appellerions dans nos pays les grands industriels, les grands patrons, les grands chefs d'entreprise, etc. C'est un tout autre jeu de pouvoir. Néanmoins, cette forme de nationalisation et cette forme justement cette chasse tout court à toutes les têtes de ces entreprises qui sont des fleurons, au risque d'ailleurs de mettre à mal son économie parce que la prospérité chinoise tient aussi à ces entreprises. C'est quoi le projet derrière? Pourquoi est-ce qu'il y a systématiquement justement cette sorte de purge depuis quelques années? Il arrive au pouvoir dans un système gangrené par la corruption. En 2012, son prédécesseur Hu Jintao, le prédécesseur de Hu Jintao, il y avait un système par réseau où en fait les grandes familles, les familles apparentées au pouvoir, pas seulement le président, mais le Premier ministre, les ministres, etc., prenaient systématiquement 30% de commission sur toutes les affaires. Et c'est l'époque où les Occidentaux se ruent sur cet immense marché chinois. La Chine devient l'usine du monde, c'est sans mauvais jeu de mots, la caverne d'Ali Baba. Bon. Donc reprise en main d'un capitalisme assez sauvage. Non, parce que c'est beaucoup plus subtil, c'est chinois. Donc, ces types-là, ils ne se jettent pas par la fenêtre, comme on a vu quelques malheureux en Russie. Ce sont des gens qui se sont construits dans ces espèces de fractures du système communiste qui s'ouvrent à une forme de capitalisme. Ce ne sont pas des gens venus de l'extérieur, ce ne sont pas des gens qui luttent contre le système. Ils profitent des fractures et des poches de liberté que ce système leur autorise. Et ils réussissent à l'échelle du marché intérieur, et plus encore en conquérant des marchés internationaux avec beaucoup de capitaux occidentaux, ils réussissent à construire des mastodontes. Mais ils respectent plus ou moins les consignes du parti. Et quand Xi Jinping durcit ses consignes, l'exemple le plus flagrant, c'est évidemment Jack Ma, qui était le plus connu, et pas loin d'ici, si j'ose dire, à Davos, où la rockstar, il régnait en maître, tout le monde se précipitant pour le toucher. Brillantissime, Jack Ma. Jack Ma a le culot, il y a à peu près 2 ans et demi, s'adressant à l'élite financière chinoise, le gouverneur de la Banque centrale, enfin tous les hiérarques du parti contrôlant le secteur financier, il leur dit « c'est pas comme ça qu'il faut faire, si on veut vraiment faire de la Chine le grand pays d'avenir, il faut moderniser tout ça, etc. » 3 jours après, il disparaît. Il disparaît 3 semaines, 1 mois. Et c'était un personnage tout à fait flamboyant dans la manière de gérer ses entreprises. Un dieu vivant aussi pour les jeunes Chinois. L'exemple même de la réussite et en même temps un fervent nationaliste. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Et on voit réapparaître Jack Ma avec un petit col comme ça, tout modeste, dans une école au fin fond d'une province, et face caméra, il dit... il faut soutenir les paysans chinois parce que la Chine reste un grand pays pauvre. Et puis il redisparaît. Et en fait, il quitte la Chine et on le retrouve à Tokyo, etc. Mais, pardonnez-moi, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Vous avez des grands patrons, le patron de Tencent, par exemple, qui s'appelle aussi Ma, c'est un nom de famille répandu, qui s'appelle Ponima, qui lui a toujours été extrêmement réglo, orthodoxe. Il fait partie des rares, mais c'est vrai que même le patron de TikTok, à 40 ans à peine, a pris sa retraite, soi-disant parce qu'il s'est découvert une associabilité. Voilà, il dit en fait je suis un grand timide. Voilà. Mais vous montrez bien dans votre livre, effectivement, même ceux qui suivent la ligne du parti, qui font presque tout juste, qui donnent beaucoup, beaucoup d'argent à l'État, se retrouvent comme ça, effectivement, soit démis, soit encouragés à prendre des retraites anticipées, soit carrément disparaissent. Donc ce projet, c'est quoi? C'est pour remettre la main sur ces entreprises contrôlées plus fermes par Xi Jinping?
Xi Jinping a mis au point, a formulé un rêve chinois. Et le rêve chinois, c'est évidemment de faire en sorte qu'en 2049, pour le 100e anniversaire de la Révolution, la Chine dépasse les États-Unis. Pour faire cela, il a estimé, il y a 2 ou 3 ans, que ces énormes conglomérats en fait de services qui vont depuis les livraisons à domicile jusqu'à tous les systèmes informatiques possibles et imaginables, encore une fois à l'échelle de la Chine, c'est absolument gigantesque, il a estimé que le soft tech, ça va comme ça. Parce que finalement, les petits Chinois jouent trop aux jeux vidéo, donc du jour au lendemain, un oukase, les enfants ne peuvent plus jouer aux jeux vidéo, sauf le samedi de 17h à 19h, etc. Ça fait rêver les parents ici. Oui, mais Tencent, qui fabrique les jeux vidéo, cours de bourse, moins 30%, mais Tencent, Ponima, dit très bien, chef, c'est très bien parce qu'il faut que l'âme de nos petits Chinois reste pure, etc. etc. Et donc, il décide aussi du jour au lendemain de supprimer le secteur de l'éducation privée. C'est ça, énorme ça. Ah, mais c'est énorme. Ça, j'ai été stupéfait en lisant votre livre, de voir cette incroyable suppression de l'école privée qui faisait marcher l'enseignement en Chine, en fait. C'est-à-dire que les familles chinoises sont obsédées par la réussite scolaire de leurs enfants. Dans beaucoup de pays d'Asie, c'est d'ailleurs la même chose. Et donc, c'est développé sous l'aspiration de 2 ou 3 types qui ne connaissaient rien à l'éducation, mais qui ont construit, encore une fois, d'énormes systèmes, etc., en employant d'ailleurs beaucoup d'étrangers. Et Xi Jinping a considéré que tout cela était très néfaste parce que cela véhiculait trop d'idées occidentales. Libérales, occidentales, américanisées, etc., s'agissant aussi de gens envoyant très très volontiers leurs enfants dans les universités américaines, y compris la propre fille de Xi Jinping, qui a fait ses études à Harvard, qui est rentrée à la maison. Mais du jour au lendemain, voilà des milliers, des centaines de milliers de gens au chômage. Et la situation aujourd'hui, et ça explique ce mouvement de balancier toujours entre l'idéologie et les encouragements à certains secteurs économiques, c'est toujours cette idée que la soft-tech, ça suffit. Ce qui compte maintenant, ce sont les semi-conducteurs. Donc, il y a 3 semaines, on a sorti de prison où il était depuis quelque temps pour corruption un monsieur, parce que tout à coup, le régime a pensé qu'il était plus utile que ce monsieur soit à la tête de son entreprise de semi-conducteurs, donc les fameux chips, où bien évidemment les États-Unis, à coup de sanctions, et les Occidentaux essayent de contenir les avancées chinoises. Donc ce monsieur a été sorti de prison pour le remettre à la tête de son entreprise. Et donc les 2 secteurs qui sont favorisés aujourd'hui par le régime, ce sont les semi-conducteurs et les batteries électriques. La Chine devient le premier producteur mondial de batteries électriques au moment où l'industrie automobile dans nos pays est en train de changer complètement. Mais c'est une économie pratiquement planifiée, mais justement dans le cas de TikTok, dirigée. Mais dans le cas de TikTok, c'est aussi mettre la main directement, sans avoir justement à référer à des chefs d'entreprise qui pourraient être des contre-pouvoirs, mettre la main aussi sur les données. Enfin, ça donne des outils quand même infiniment précieux à Xi Jinping. Xi Jinping a compris, il l'a d'ailleurs fait inscrire dans la formule marxiste sur les outils essentiels de la richesse, selon le brave Karl, il a fait ajouter les données, les data. C'est saisissant, avec la formulation d'origine. Donc le travail, la terre, etc., et les data. Pourquoi ? Parce que toutes ces énormes entreprises de services, pour simplifier, avaient leur propre système de données, en silo. Ils ne partageaient pas entre eux. Et donc Xi Jinping a dit non, plus possible. Et donc il leur impose une sorte d'horizontalité, de partager les mêmes systèmes de données, sous le contrôle, bien évidemment, du parti. De toute façon, dans toutes les entreprises,
vous avez des cellules du Parti communiste. Et les types qui dirigent ces cellules ont plus de pouvoir que le patron. Et on voit comment, encore une fois, ce souci des priorités telles qu'elles sont définies par Xi Jinping et son équipe, sa garde rapprochée, qu'il a maintenant nommée au gouvernement, l'impulsion maintenant, ce sont les semi-conducteurs, ça c'est l'obsession, les batteries électriques et évidemment essayer d'accroître la dépendance des Occidentaux, donc notre dépendance, à tout ce que la Chine a en grande quantité, pas nous, ce qu'on appelle les terres rares, ce qui n'a rien à voir avec la terre, mais tout à voir avec des minéraux. Des minerais. Des minerais dans certaines régions de Chine, indispensables pour tous les produits sophistiqués de l'électronique. Et empêcher tout business aussi occidental. Enfin, vous citiez l'exemple de Danone, c'est-à-dire que maintenant, il y a la menace pour les entreprises occidentales qui ont des capitaux en Chine de voir leurs usines nationalisées. Ça, c'est quelque chose dont on a conscience en Occident. Là aussi, c'est plus subtil. Carlos Tavares, qui est le patron de Citroën, a décidé l'année dernière de fermer ces usines d'assemblage de Jeep, en particulier en Chine. Et il a donné une interview assez candide, c'est assez rare de la part d'un grand patron, disant « Moi, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un du Parti communiste chinois qui dise à mon directeur d'usine ce qu'il faut faire. » Et donc, il a fermé. Mais il faut bien voir que l'attractivité du marché chinois demeure, que Volkswagen vient de décider... l'industrie allemande automobile et chimie est fortement dépendante de la Chine. Volkswagen a décidé d'investir 1 milliard d'euros en Chine. L'interdépendance... Vous le disiez, c'est les batteries au lithium et que précisément le grand marché d'avenir aussi, ce sont les voitures électriques. Et c'est vrai que les Chinois sont là aussi en pole position. Bien sûr, et on les a vus dans tous les salons automobiles, ils construisent des usines en Europe, etc. Non, c'est une économie qui reste beaucoup plus pauvre que les nôtres. La Chine reste un grand pays pauvre, malgré tout. Un niveau de vie moyen, en termes de pouvoir d'achat, par rapport aux États-Unis, ce sont les derniers chiffres que j'ai vus ce matin, ils sont 30% en dessous. Donc, de la même manière, leur puissance militaire est considérable, mais reste bien moindre que celle des États-Unis et des alliés des États-Unis dans l'Indo-Pacifique. Néanmoins, Xi Jinping a cette ambition de plus en plus affirmée, non seulement de diriger l'économie de son pays en fonction des priorités telles qu'il les définit, et non plus selon l'inspiration de ces types dont certains sont des génies. Je veux dire, un type comme Jack Ma, ce qu'ils sont arrivés à faire dans un pays... Beaucoup de ces gens dont je raconte l'histoire n'avaient pas de chaussures pour aller à l'école. Enfin, on n'imagine pas la pauvreté immense c'est en une génération. En une génération, effectivement, 1% de la population qui possède, comme aux États-Unis, plus d'un tiers de la même richesse différence en Chine. entre les ultra-riches et les autres. Et encore 400 millions de pauvres, c'est-à-dire vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et d'ailleurs, c'est ça aussi un des arguments, parce qu'il vend justement cette purge, entre guillemets, à son peuple comme étant justement un partage des richesses et la restitution aussi de ces richesses peut-être mal acquises. L'économie, on voit, parce qu'on thématise beaucoup justement sur la peur que fait la Chine, enfin que provoque la Chine militairement notamment, mais l'économie reste son premier outil, sa première arme. Est-ce qu'on s'en méfie encore ? Enfin assez, parce qu'on entendait pendant le Covid justement qu'on allait arrêter avec cette dépendance vis-à-vis de la Chine. Ça, c'est des vœux pieux qui n'ont donné rien du tout. On a vu récemment avec les médicaments aussi à quel point on est tributaire de la Chine. Ça va s'accentuer. On a cité les voitures électriques, le solaire aussi sont à la pointe. On va dépendre de plus en plus de la Chine qui nous tient dans sa main. L'économie, évidemment que c'est le moteur du pays, tout ce que... Mais on oublie toujours une chose, c'est que l'idéologie, ça compte. L'idéologie, le nationalisme et le communisme. On oublie que la Chine est un pays communiste. Ça paraît
un truc archéologique au XXIe siècle, parce qu'on se dit, bon, il y a 2-3 pustules, des musées du communisme, la Corée du Nord, Cuba, etc. Mais c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il y a 1,5 milliard de personnes qui vivent sous un régime communiste. Et j'ai été frappé il y a longtemps au Vietnam par la première ministre du gouvernement, enfin première ministre de la Santé du premier gouvernement communiste vietnamien quand les Américains sont partis. Madame Quyen Hoa, si j'ai bonne mémoire. Et Phan Van Dong, le président, lui a demandé d'aller faire la tournée des pays frères pour avoir du fric, des subventions, pour avoir des tracteurs, des ingénieurs, des aides scientifiques, culturelles, etc., et de l'argent. Donc elle a été faire la tournée des pays frères. Et elle est rentrée au Vietnam en disant « Je démissionne, je ne veux pas faire ce métier-là parce que c'est des crétins, ce sont des brutes. » Les patrons des pays communistes, Brejnev est un abruti inculte, Honecker, etc. Sauf en Chine. Notre rapport à nous, à cette dépendance-là. Sauf en Chine, Zhou Enlai. Zhou Enlai est un grand intellectuel. Et donc, c'est le seul pays qui a réussi. C'est pour ça qu'ils sont absolument obsédés par la chute du communisme ailleurs. Mais ils sont très intelligents. C'est toujours un pays tenu par le Parti communiste, ça compte plus que tout. Et leur désir de conquête n'est pas simplement économique, elle est aussi idéologique, elle est beaucoup idéologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils essayent de fédérer les pays, ce qu'ils appellent du Sud, pour essayer petit à petit d'imposer ce type de régime. Mais quel est le projet, justement? C'est un projet de gouvernance du monde. Le projet est très simple. C'est de décider que l'ordre international tel qu'on le connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, dominé par les États-Unis, c'est fini. Et que donc, sur un mode très transactionnel d'ailleurs, c'est-à-dire au coup par coup, des deals, je rapproche l'Iran et l'Arabie Saoudite, je propose même de m'occuper du problème israélo-palestinien, bonne chance. Mais moi, la Chine, avec mon ami Poutine, que je regarde quand même avec une certaine commisération, parce qu'il n'est même pas capable de gagner cette guerre en Ukraine qu'il a déclenchée. Et moi, Chinois, je déteste tout ce qui déstabilise l'ordre, parce que je veux faire avancer ma vision du monde. Et en même temps, la Russie est affaiblie. La Sibérie à la Chine maintenant déjà. Bien sûr, avec sur la carte des noms de patelins en chinois. En chinois. C'est extraordinaire. Et il n'y a pas de rêve chinois en Russie. Hein. Historiquement, ce sont quand même deux cultures qui s'apprécient peu. Mais pour en revenir au projet de Xi Jinping, il prend acte d'une certaine manière, et je crois que pour nous, c'est un choc que cette guerre en Ukraine révèle. Le reste du monde, ce qu'on appelle maintenant le Sud global, se désintéresse totalement de cette guerre en Ukraine. Pire que ça, nous reproche de ne penser qu'à cette guerre-là, alors qu'il y a tant de guerres dans les pays pauvres en particulier, dont on voit ce qui se passe au Soudan, on s'en préoccupe, mais enfin, on n'y met pas la même ardeur, les mêmes moyens, etc., etc. Et donc Xi Jinping se rend compte du fossé dont tout à coup nous appréhendons la profondeur entre l'Occident, les Occidentaux et le reste du monde. Et le reste du monde nous en veut. Le reste du monde en veut aux Occidentaux qui ont en fait mal géré d'une certaine manière la mondialisation. Après, bien qu'elle ait permis au tiers-monde affamé de ne plus être affamé. Certes, mais c'est pas ce que dira aujourd'hui un Lula qui a été à Pékin et qui dit voilà. Il dit une chose extrêmement essentielle dont on va parler dans la deuxième partie, mais il dit une chose essentielle, c'est que maintenant il est temps aussi de remplacer la monnaie étalon, le dollar, par le yuan, ce qui voudrait dire là une maîtrise totale de l'économie mondiale. On n'y est pas, hein, parce qu'en même temps, Xi Jinping a besoin que les investisseurs occidentaux reviennent en Chine. Et c'est le grand paradoxe de cette dislocation du monde tel qu'on le connaît. C'est certes dislocation sur le plan géopolitique, mais interdépendance économique et financière extrêmement étroite. Toutes ces grandes entreprises chinoises sont cotées à la bourse de New York. Et sans investisseurs occidentaux, la machine économique chinoise qui doit impérativement repartir, parce qu'il y a maintenant 20% de chômeurs, 20% de jeunes Chinois sortant des universités
au chômage. Et ça, pour l'espèce de contrat social induit entre le régime et la population, c'est un problème majeur s'il y a besoin que l'économie reparte. Et donc, c'est pour ça qu'il fait du charme à l'Union européenne en particulier, à l'Allemagne surtout, et qu'il essaye en fait de dissocier les Européens des États-Unis. Oui. Et de dissocier les Européens de leur point fort qui est l'Allemagne. On est dans un monde, effectivement, aussi, qui est en bascule, qui est tout à fait incertain dans sa recomposition autour d'intérêts essentiellement économiques, peut-être aussi militaires. On va en parler dans la deuxième partie. Ça sera juste après cette pause. Bienvenue dans cette deuxième partie du Point, toujours en compagnie de Philippe Val et de Christine Ockrent. Christine Ockrent qui vient de publier L'Empereur et les milliardaires rouges aux éditions L'Observatoire. Le monde en recomposition, on en parlait en 2 blocs, en plusieurs blocs, autour de qui, de quoi. On écoute justement Vladimir Poutine et l'ambassadeur de Chine, interrogé par notre éminent collègue Darius Rochebrun sur LCI, c'était il y a quelques jours. La tendance dont on vous a parlé, la tendance du monde à la multipolarité, elle est inévitable. Elle ne fera que s'intensifier. Et ceux qui ne comprennent pas et ne suivent pas cette tendance seront perdants. C'est une évidence absolue. C'est aussi évident que le soleil levant. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Ceux qui tentent de l'empêcher ne feront qu'affronter des problèmes supplémentaires, alors qu'ils en ont déjà assez. Que Dieu les protège. Nous sommes sur la bonne voie et nous obtenons de bons résultats. Notre tâche est de veiller à ce que cette voie se développe. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, je partage son point de vue sur un monde multipolaire. C'est ce que préconise aussi la Chine depuis toujours. Parce qu'un monde multipolaire, c'est un monde démocratique. Maintenant, unipolaire, c'est pas démocratique. Même si c'est un monde multipolaire de dictature, composé d'États dictatoriaux, vous appelez ça une démocratie? Il faut pas distinguer dictature ou bien démocratie. Pour ceux qui le subissent, oui. Qui va définir ces deux notions? C'est pas le monde occidental qui a le droit de définir quel pays est dictateur, quel pays est démocratique. C'était Lou Shaye, donc l'ambassadeur de Chine en France. Un grand comique. Hein. Ah ouais, qui a fait polémique, effectivement, pour ses propos. Oui, à mon avis, il a quelques ennuis. Parce que... Mais sur la question du monde aujourd'hui, monde bipolaire ou monde multipolaire, hein, tel qu'il l'a décrit? Le monde est... Est-ce qu'on est dans une division, comme le dit les États-Unis, entre les démocraties et les dictatures, ou bien dans un autre récit? C'est en tout cas le récit que l'administration Biden veut construire ou nourrir, cette idée, les démocraties d'un côté, les régimes autoritaires de l'autre. Je crois que nous autres, en Europe, on met moins d'idéologie, on a peut-être tort d'ailleurs, mais on met moins d'idéologie dans cette classification. Et je crois que c'est le choc de l'Europe, découvrant que la guerre est sur son continent. Nous autres, qui nous sommes endormis, il faut bien le dire, dans un certain confort et dans le confort de la paix. Jamais on ne pensait qu'il y a eu les guerres yougoslaves, mais enfin on a dit, voilà, c'est pas central. Cette guerre en Ukraine nous ramène, nous autres Européens, au sens de l'histoire, au tragique de l'histoire. Et donc je crois qu'on est nous-mêmes, dans nos pays, assez troublés. Et on voit bien sur le plan politique intérieur comment, en France en particulier, où les Français s'imaginent toujours faire beaucoup de politique, comment... Voilà, il y a un trouble qui s'installe et qui n'est pas toujours analysé, mais qui bien se traduit évidemment aussi par des prises de position comme celle d'Emmanuel Macron qui dit voilà, il faut cesser de suivre aveuglément, il ne l'a pas dit en ces termes, la ligne américaine, il faut qu'on mène l'autre parti. Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu une première fois, a essayé de développer auprès des partenaires européens une idée qui est centrale et fort intéressante, qui est que l'Europe doit avoir sa propre
autonomie stratégique. Bon, à partir de là, c'était évidemment pas le moment, rentrant de Pékin en pleine guerre d'Ukraine, de dire, en gros, Taïwan, c'est pas vraiment notre problème. Et de toute façon, nous, notre préoccupation, c'est de ne pas suivre à la lettre ce que font les États-Unis. Mais voilà, il y a eu suffisamment de polémiques sur ces propos. Mais pour en revenir à la vision chinoise, que le même ambassadeur, toujours chez notre ami Darius, a trouvé le moyen de décrire en fait comme un ordre international inachevé, puisque selon lui, et à mon avis, c'est pas bon pour son karma communiste au sein ou sa carrière. Selon lui, tous ces pays issus de feu l'Union soviétique, c'est pas sûr qu'ils existent vraiment. Donc, les pays baltes en fureur, l'Ukraine, évidemment, n'en parlons pas, mais aussi tous les pays du Caucase, auxquels la Chine fait une cour assidue pour les décrocher précisément de Moscou. Donc l'ambassadeur en question, à mon avis, il a quelques soucis à se faire. Mais est-ce que ce soit les propos d'Emmanuel Macron, finalement cette ligne justement de jouer notre parti européen, n'a-t-il pas raison de la soutenir? Parce que face justement aux États-Unis, au bloc occidental, on a l'impression qu'il n'y a quand même pas une ligne tout à fait unie. Enfin, il y a pas mal de blocs qui font ou pas alliance, comme ça leur chante à certains moments. Peut-être qu'il faudrait dire aux chefs d'État de ne pas parler dans les avions. Parce qu'il y a une espèce de suroxygénation qui fait qu'ils disent souvent, au-delà de ce qu'ils devraient dire, ils copinent trop, ils sont trop près, les sièges sont trop rapprochés. Il y a un truc qui se passe où ils disent toujours, regardez Jospin avec Chirac, le pape avec les attentats de Charlie. Non, je pense que c'est pas exactement ce qu'il a voulu dire. On ne peut pas soupçonner Emmanuel Macron de ne pas être convaincu, comme l'était déjà le général de Gaulle, et comme le sont très mal les gaullistes, mais le général de Gaulle, il disait tout le mal possible des Américains en disant « mais c'est la famille et c'est nos alliés à tout jamais, c'est sacré ». Et je pense que Macron pense la même chose, il pense qu'on peut de temps en temps être en désaccord avec les États-Unis, mais que quand ça se corse, de toute façon, c'est avec les États-Unis qu'on est et qu'on restera parce que c'est la même famille. Donc je pense que Macron est absolument persuadé de ça. Mais maintenant, il y a des élections, par exemple, dans 2 ans aux États-Unis. On ne sait pas qui va être élu. Sera-t-il aussi engagé pour la défense de l'Europe, le prochain président? On n'en sait rien. Or, la guerre est à nos portes. Il faut qu'on trouve dans les années qui viennent très vite 500 milliards pour réarmer l'Europe. Il faut une défense stratégique et une défense militaire. Ça va coûter extrêmement cher. Macron a raison de dire il faut effectivement. C'est déclaratif parce que c'est pas du tout ce qui est en train de se produire. C'est en train de se faire réellement. Chaque pays européen investit pour ça, mais il n'y a pas une union. Il n'y a eu pas une union. Ça reste dans le cadre de l'OTAN. En réalité. Non, il y a une union. En réalité, la diplomatie, enfin Christine s'y connaît mieux que moi, mais la diplomatie intra-européenne travaille beaucoup sur cette question de mutualisation des forces de l'Europe en ce moment. Et on met de l'argent en même temps, tous. Donc, après, c'est vrai que les Allemands ont tendance à acheter aux Américains, et qu'ils font des accros au contrat. Mais vous avez raison, tout cela reste évidemment sous la protection de l'Alliance Atlantique. C'est la raison d'être de l'Alliance Atlantique, qui est une alliance défensive et non pas agressive, contrairement à la construction idéologique voulue par Poutine et Xi Jinping, qui sur ce plan-là sont parfaitement à l'unisson. Oui. Mais dans ce bloc, parce que c'est vrai qu'on voit la Chine comme grand leader, en tout cas qui essaye de s'ériger en grand leader de ce bloc du Sud total, du Sud global, ou bien, même pour l'Amérique du Sud, etc. On voit qu'il y a quand même des dissensions, beaucoup. L'Inde est un très très bon exemple. L'Inde qui fait alliance tantôt avec justement les Américains, avec l'Australie, tantôt précisément avec la Chine. L'Inde qui est d'ailleurs un énorme concurrent pour la Chine. Donc il n'y a pas un bloc homogène face au bloc occidental. Ah non, mais ça, personne ne le dit. Mais ce que propose Xi... Ils articulent le monde en deux camps. Oui, mais il est intéressant de voir, par exemple, que le dernier sommet des démocraties organisé par Biden il y a quelques semaines à Washington, tantôt en présentiel, comme on dit, tantôt en virtuel. Les invités d'honneur, c'était la Corée du Sud et bien sûr le Japon, parce que ce sont les 2 pays qui se réarment
contre qui? Contre la Chine. Parce que la Chine agrandit des îlots artificiels à tire-larigot. Les Philippines sont de plus en plus inquiets aussi. Il y a d'ailleurs des bases militaires américaines nouvelles qui sont créées aux Philippines. Donc, il faut bien voir aussi que nous avons, nous, l'habitude de voir la carte du monde à partir de l'Europe. Mais si vous regardez une carte chinoise, non, c'est la Chine qui est évidemment au milieu, l'empire du milieu. Tout le monde est inquiet. Et là, ils sont tous très, très, très inquiets. Et en fait, c'est l'Ukraine qui oblige les États-Unis à revenir s'intéresser à l'Europe. Mais leur obsession, et d'ailleurs le seul consensus politique à Washington entre républicains et démocrates, c'est la Chine. Leur obsession, c'est la Chine. Sur le plan militaire, sur le plan technologique, comment contenir les avancées chinoises, c'est le terme utilisé par le conseiller Jake Sullivan, qui est le conseiller de Biden pour la sécurité nationale. Il l'a dit, notre but, c'est de contenir la Chine. Nous autres Européens, on a du mal avec ça. Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, a forgé un de ces néologismes assez vilains à l'oreille, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Elle dit, il faut, alors en français c'est encore pire qu'en anglais, il faut dérisquer. Parce que le danger, c'est de découpler, c'est le découplage entre les économies et surtout les systèmes technologiques. Et elle dit, il ne faut pas découpler, parce que c'est très important pour nos économies, etc. Il faut dérisquer, c'est-à-dire qu'il faut essayer de diminuer le niveau de risque dans les relations que nous avons, nous autres, l'Europe, avec ce rival systémique, nouveau néologisme, etc., qu'est la Chine. Et donc, comment dérisquer, alors que la Chine, évidemment, n'a pas du tout la même analyse de ce que représente le risque de son point de vue. Mais pour nous autres Européens, c'est absolument essentiel de nous livrer à cette analyse commune. Il faut, et pour cela, je crois, il faut essayer de comprendre comment fonctionne le système chinois. Et ce n'est pas seulement Xi Jinping, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais justement, parce que précisément, ce système chinois, on le dit aussi, enfin, on l'a vu aussi, très porté sur l'économie, sur la pacification pour faire marcher les marchés, il n'y a rien de mieux. Est-ce que vraiment, il risquera une escalade dans le Pacifique autour de Taïwan aujourd'hui, Philippe ? Pour l'instant, sans doute non. Mais dans l'immédiat, non. Mais si une occasion arrive où ils voient... C'est un rapport de force. S'ils voient un moment de faiblesse, ils en profiteront. S'il n'y a pas de moment de faiblesse, ils n'iront pas pour l'instant. Mais revenons sur l'Inde. L'Inde, c'est vraiment intéressant parce que c'est énorme. L'Inde... elle a tendance, c'est pour des raisons pas que commerciales, parce qu'ils ne s'entendent pas bien avec les Chinois, c'est des raisons idéologiques qui font que c'est un ultranationalisme indien qui s'y reconnaît mieux en ce moment avec ce groupe, on pourrait dire des pays autoritaires. Si vous voulez, ça fait penser un peu comme avant la Seconde Guerre mondiale à l'Italie. L'Italie, elle était naturellement dans on s'est demandé longtemps, Churchill s'est demandé longtemps s'il allait pouvoir la faire basculer du côté des Alliés, ce qu'on a appelé après les Alliés. Mais il ne savait pas. Mais finalement, pour des raisons idéologiques, Mussolini a basculé dans l'autre camp. Alors qu'il n'aurait peut-être pas eu forcément intérêt à se séparer des États-Unis. C'est pas une vision politique à long terme qui a fait réfléchir Mussolini. Il est tombé dans l'autre camp. C'est un truc idéologique. Et pour l'instant, l'hésitation de l'Inde, elle est plus liée à l'idéologie, je pense, qu'à l'économie. Parce qu'elle se sent plus protégée dans sa dérive autoritaire, dans ce groupe de pays autoritaires, qu'en s'alliant. Parce qu'elle a des ambitions aussi. Elle a des ambitions. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'elle veut pouvoir accomplir des trucs, notamment des épurations ethniques. Elle veut pouvoir accomplir des choses comme ça. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs. C'est grand. Hein. Et puis, ils ont beaucoup de musulmans. Et puis c'est un régime hindouiste. C'est un régime hindouiste, exactement. Un régime religieux, enfin imposant en tout cas la suprématie absolue des hindous. Je pense que c'est ce qui séduit les pays pour se regrouper autour de la Chine, les pays autoritaires, c'est qu'ils voient que quelle que soit la nature de leur autorité, qu'elle soit communiste ou qu'elle soit religieuse, c'est mieux d'être du côté des autoritaires parce qu'on est protégé. Le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites du Brésil alors ? Lula, c'est une démocratie. Hein. L'Inde, Lula, c'est tiers-mondistes qui sont restés à une vision. C'est un tiers-mondiste comme on en voyait dans les années 70.
90, je pense, et qui est... il y a un anti-américanisme de l'Amérique du Sud qu'il rejette dans ce camp-là. C'est un anti-communiste. Plus des liens économiques extrêmement puissants, parce que la Chine est le premier marché d'exportation pour le Brésil, qui exporte ses produits agricoles dont la Chine a un besoin toujours urgent. Et donc, ces liens-là sont extrêmement nécessaires pour Lula, parce que le Brésil, hélas, après Bolsonaro, est dans un état assez catastrophique. Et il ne faut jamais oublier l'économie dans tout cela. Philippe a raison, l'idéologie, oui, mais les intérêts et comment on compose, etc. Comment on remplit les caisses d'ici la fin du mois. Comment on remplit les caisses, et c'est aussi le jeu mené par les Occidentaux. Que ce soit les États-Unis, bien évidemment, et même nous autres Européens. Parce qu'on ne se rend pas compte que notre levier à nous, c'est le marché. Nous représentons un marché de quelques 500 millions de consommateurs. Donc c'est un levier considérable pour tous ces pays, quel que soit le degré de durcissement des régimes. Et pour la Chine, qui devrait nous ménager, c'est-à-dire qu'elle peut vouloir nous affaiblir, mais maintenir quand même un marché dont elle a besoin, puisque c'est un des gros partenaires. C'est pour ça que, en termes pour de débouchés revenir à économiques. ce malheureux ambassadeur chinois, il s'est vraiment mis en travers des efforts de séduction déployés par la Chine. La Chine déteste l'Union européenne en tant que telle. C'est pas du tout, c'est pas dans son intérêt. Mais elle joue chaque pays européen en fonction de ses intérêts, etc. Et elle joue bien évidemment d'abord l'Allemagne. Elle divise pour affaiblir, oui. Sur les questions justement de la politiquement. faiblesse de la Chine elle-même, parce qu'on peut les lister, c'est quand même, on a cité l'Inde, la Chine justement a une démographie qui régresse, d'ailleurs l'Inde d'ici l'été va lui passer devant, la croissance indienne est quasiment, un tiers de plus que la croissance chinoise pour l'instant, et donc déjà il y a effectivement un concurrent qui est très proche d'elle, qui risque de la talonner. Avec des niveaux de développement qui sont incomparables. L'Inde reste cet immense pays avec une sociologie fracturée et alors des problèmes liés aussi au changement climatique qui sont absolument majeurs. Le changement climatique étant d'ailleurs un argument à exploiter avec les Chinois. Parce que les Chinois, c'est très intéressant. Il y a un historien britannique qui s'appelle Peter Frankopan et qui m'expliquait, il est à Oxford, que les Chinois subventionnent des travaux pour étudier la coïncidence dans l'histoire entre les grandes catastrophes climatiques et l'écroulement des empires chinois, dans l'histoire chinoise. Est-ce que quand la dynastie Tang est tombée, est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre? Est-ce qu'il y a eu... Et c'est très très intéressant parce qu'on retrouve là l'idéologie, c'est-à-dire comment prévenir une secousse sociale majeure qui pourrait être liée à des facteurs que nous n'arrivons pas à prévoir. Et j'ai trouvé que c'était, c'est même pas une anecdote, c'est un fait, que c'était tout à fait intéressant sur la manière dont le pouvoir chinois, encore une fois, essaye de prendre en compte tout ce qui pourrait contribuer à l'affaiblir. Vous voulez dire que la politique que Xi Jinping est en train de mener, justement, elle tente à prévoir précisément les catastrophes climatiques. Le propre de tout régime autoritaire, c'est d'avoir la hantise de tout ce qui pourrait déstabiliser le système. Oui, c'est plus ou moins bien réussi. Chez Poutine, par exemple, il n'a pas anticipé, plus ou moins bien, il n'a pas amorcé son économie vers une transition qui lui aurait été profitable, donc tout n'est pas aussi bien planifié. Ah, certes. Il y a un tournant nationaliste très fort, qui est nouveau, parce que par exemple, pendant des années, ils ont pu parler de la guerre de l'opium, ils ne parlaient plus tellement de l'humiliation du colonialisme. C'est Xi Jinping qui a remis ça à la mode. Et c'est un grand pays qui a du mal à se tenir. Ils sont obsédés par la perte éventuelle de morceaux, d'où Taïwan, d'où Hong Kong. Et puis c'est la domination d'une ethnie aussi, la Chine. C'est les Han. Et c'est vraiment c'est le Parti communiste et les Han. C'est eux qui tiennent la Chine. C'est clanique,
Et peut-être aussi Xi Jinping, essaye-t-il, et tu y fais allusion dans ton livre, de mettre en pratique ce que dit Marx, c'est-à-dire il y a un moment féodal, c'est-à-dire la grande pauvreté de la Chine, un moment capitaliste, donc Deng Xiaoping, etc. Et après le moment capitaliste, c'est le moment de mettre en place vraiment le communisme, ce que n'ont pas fait les Russes, qui sont passés du féodalisme au communisme, et ça s'est planté. Donc il y a un passage, il théorise là-dessus, en tous les cas, Xi Jinping, que le passage capitalisme est terminé et que maintenant, selon la doctrine marxiste, on peut passer au communisme. C'est ça aussi qui guide sa pensée, qui est apprise par cœur dans les écoles. Alors, il y a eu des troubles effectivement liés à la fin de l'ère Covid en Chine. On a beaucoup fantasmé en Europe en se disant, voilà, c'est des sursauts de démocratie. Dans votre livre, vous êtes plus sévère. D'ailleurs, vous citez cet artiste chinois exilé qui est très sévère lui-même, Ai Weiwei, qui est très sévère lui-même sur la jeunesse, qui dit que oui, ces jeunes ne pensent qu'à leur nombril. En parlant de la jeunesse chinoise, ils ont été élevés dans un lavage de cerveau permanent et efficace pour inscrire dans cette société soi-disant patriotique. Il n'y a pas de véritable idéologie dans tout ça, juste de l'égoïsme. Ils n'ont pas de point de vue sur le monde, ils ne comprennent rien à l'humanité, ils n'ont pas de pensée stratégique ou philosophique. C'est impossible en Chine. C'est donc une génération bizarre qui ne sait rien et qui en est très fière, une génération arrogante de ce qu'elle ignore. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut miser, de notre point de vue très occidental et très européen, est-ce qu'on peut miser sur un sursaut de la société chinoise pour déstabiliser son régime ou pas du tout? Là, je crois qu'on est complètement à côté de la plaque. Je crois que, comment dire, cette notion que nos critères à nous seraient opérationnels dans un monde aussi différent du nôtre, c'est absurde. Et comme le dit très bien Ai Weiwei, il faut bien voir que ce sont des générations qui ont très peu d'ouverture sur le monde, qui n'ont aucun accès à une information libre. Il y a eu cette photo étonnante, Philippe, je ne sais pas si tu l'as vue, il y a 2 ou 3 semaines à peu près, où on voyait dans un autobus à Shanghai un policier inspecter les téléphones portables pour voir s'il y avait des accès VPN. Vous savez, ces accès qui permettent de dépasser la grande muraille que la Chine a mise en place dès l'apparition de l'Internet pour interdire l'accès à des sources d'information ou à des loisirs extérieurs, etc. Donc, je crois que ce sont des gens et en plus, le nationalisme est une vraie force. Il y a aussi cette immense fierté, partagée d'ailleurs par tous ces capitalistes à la chinoise, dont j'ai essayé de retracer le parcours, une immense fierté de participer à la grande aventure de la Chine. Et c'est une sincérité qu'on ne saurait mettre en doute, d'une certaine façon. Mais l'idée que des notions, disons, des principes démocratiques à l'occidental pourraient, quels que soient les efforts des très rares champions des libertés civiques en Chine, il y en a encore un qui a été arrêté il y a 3 semaines et condamné à plusieurs années de prison, un avocat, mais qui se battent pour les droits de l'homme à l'intérieur du système. Mais l'idée que, comment dire, des critères occidentaux pourraient être accessibles ou même définis ou même prononcés par un nombre important, significatif de Chinois, ça me semble une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit. Il y a d'ailleurs énormément de Chinois réfugiés aux États-Unis dans les grandes universités américaines, des Chinois formés par le régime et qui, pour une raison ou pour une autre, notamment une femme tout à fait étonnante, qui dirigeait l'école du Parti communiste chinois. Il faut voir, elle était la patronne de l'école du Parti communiste chinois. Elle a déplu, parce qu'elle a fait 2 ou 3 remarques dans une revue, etc. etc. Donc elle a profité d'un voyage d'études aux États-Unis pour y rester. Et elle enseigne maintenant, elle écrit beaucoup dans Foreign Affairs, et elle enseigne dans une université. C'est très intéressant de lire ces gens-là, parce qu'ils ont évidemment une analyse souvent assez véhémente du système Xi Jinping. Mais il y en a très peu qui vont jusqu'à dire qu'il y aurait un appétit de démocratie à l'occidental.
Mais donc, la Chine sera bientôt maître du monde en termes économiques, bien sûr. Non, pourquoi? Mais pourquoi pas? Non, c'est pas sûr que ça marche. Les BRICS justement, le groupe de l'Inde, Brésil. Oui, mais enfin, ils sont... Non, ils sont passés devant le G7 en termes de PIB. D'accord, mais l'Inde et la Chine se font la guerre dans l'Himalaya. Donc, périodiquement, il y a quand même des escarmouches avec des morts de chaque côté. Rien n'est apaisé. Et puis, il y a des rivalités économiques, bien sûr. Il peut y avoir des intérêts convergents par moment. Mais je ne crois pas qu'il faille imaginer, même si ça simplifierait beaucoup nos discussions, je ne crois pas qu'il faille imaginer une telle simplification, en quelque sorte, du monde d'aujourd'hui. Je crois qu'au contraire, on va vers cette espèce de fracas permanent et de difficulté de comprendre, comme le disait Philippe, les rapports de force, parce que c'est quand même ça. La guerre de tous contre tous, en quelque sorte, économiquement parlant en tout cas. En tout cas, un monde tumultueux. Tumultueux, oui. Dangereux. Bon, ça sera le mot de conclusion. Un immense merci, Christine Ockrent. Merci à vous. Merci, Philippe Val. Donc, cette émission consacrée à la Chine de Xi Jinping, c'est fini. On vous remercie, on vous souhaite une excellente soirée et semaine à toutes et tous.